Bienvenue dans Histoire de vengeance avec papa, où des récits puissants de trahison, de justice et de rédemption prennent vie. Suivez les aventures d'une figure paternelle qui partage des contes captivants remplis de sagesse, d'émotions et de rebondissements inattendus. Installez-vous confortablement et découvrez la vengeance racontée avec une force tranquille et un impact inoubliable. Tu as l'air d'un mendiant, a chuchoté ma femme en versant des restes de nourriture sur ma chemise dans le hall. Son amant se tenait là, souriant. Ils sont précipités à l'intérieur pour signer un contrat de 800 millions de dollars. Mais quand le fauteuil du PDG a pivoté, c'est moi qui étais assis là avec un cadeau spécial. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est. Allez. Jamais je n'aurais pensé qu'un simple contenant de restes de nourriture chinoise puisse détruire ce qui restait de ma dignité. Mais j'étais là, debout dans le hall en marbre de la Sterling Corporate Tower, avec de la sauce aigre douce dégoulinant du col de ma chemise sur mes chaussures en cuir usé. Tu as l'air d'un mendiant, a chuchoté Mia, mais sa voix portait juste assez pour que les agents de sécurité et la poignée de cadres à proximité entendent. Le mépris dans son ton n'avait rien de nouveau, mais la nature publique de cette humiliation semblait différente. Définitive. Je me tenais là, âgé de 58 ans, regardant ma femme depuis 29 ans incliner le contenant blanc jusqu'à ce que les derniers morceaux de riz et de sauce s'écrasent sur ma poitrine. Le hall sentait le café cher et le nettoyant pour marbre importé, mais maintenant il empestait la nourriture chinoise froide et mon propre embarras. David Hartwell, l'homme que ma femme voyait depuis 5 ans, se tenait à ses côtés avec ce sourire suffisant que j'avais appris à si bien connaître. Il n'essayait même pas de cacher son amusement. Vraiment, Thomas, dit Mia, brossant une poussière imaginaire sur son blazer de créateur. Ne pouvais-tu pas au moins essayer d'être présentable? Nous sommes sur le point de conclure un contrat de 800 millions de dollars, et tu te présentes comme si tu dormais dans ta voiture. Je ne dormais pas dans ma voiture, même s'il y avait des nuits où j'y avais songé. J'étais venu ici depuis notre maison de Westchester, le même trajet que j'avais fait des centaines de fois au fil des ans, sauf que cette fois, j'avais apporté le déjeuner pour le partager avec ma femme. Quelle naïveté de ma part de penser qu'elle pourrait vouloir passer 20 minutes à discuter comme nous le faisions autrefois, quand elle me regardait encore comme si j'avais de la valeur. Le contenant est tombé de ses doigts parfaitement manucurés et a résonné sur le sol de marbre. Le son a fait écho dans le hall comme un coup de feu. Quelques personnes se sont retournées pour regarder, puis ont rapidement détourné les yeux en réalisant qu'elles étaient témoins de quelque chose de privé et de douloureux. Mia, dis-je doucement, ma voix étant à peine audible malgré le brouhaha des conversations et le cliquetis des talons autour de nous. Je pensais juste que nous pourrions déjeuner ensemble. Elle a ri, mais sans aucune chaleur. Il n'y avait plus eu de chaleur dans quoi que ce soit qu'elle m'ait dit depuis des années. Déjeuner? Thomas, tu vois où nous sommes? Elle désigna le hall d'un geste de la main, avec ses plafonds vertigineux et ses surfaces étincelantes. C'est ici que les gens qui réussissent travaillent. Les gens importants. Pas, elle m'a toisé de haut en bas, ses yeux verts froids comme l'hiver. Pas ce que tu es devenu. David s'est rapproché d'elle, sa main se posant au bas de son dos dans un geste
à la fois protecteur et possessif. Il avait 45 ans, 13 ans de moins qu'eux. Moi, avec ce genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais à s'inquiéter de l'argent, du respect ou de savoir si votre conjoint reconnaîtra votre existence lors d'un dîner mondain. Tu devrais peut-être rentrer chez toi, Thomas, a dit David d'une voix suave et condescendante. Mia et moi avons des affaires importantes à régler. Des affaires importantes? J'ai failli rire. Si seulement il savait à quel point. Si seulement il comprenait que l'homme qu'il s'apprêtait à rencontrer, le PDG qu'il courtisait depuis des mois pour obtenir ce contrat de 800 millions de dollars, avait observé toute cette humiliation depuis les caméras de sécurité à l'étage. Mais il ne le savait pas. Il n'en avait aucune idée. J'ai touché ma montre vintage en or, celle que mon père m'avait offerte avant de mourir, celle qui avait appartenu à son père avant lui. Le métal était chaud. Contre mon poignet, un petit réconfort dans ce moment de dégradation totale. Mia adorait cette montre autrefois. Elle en suivait les gravures complexes du bout des doigts quand nous étions au lit les dimanches matins à l'époque où les dimanche matin signifiait encore quelque chose pour nous deux. Je vais nettoyer, dis-je, regardant le gâchis de nourriture et de sauce sur ma chemise, sur le sol et sur ce qui restait de ma fierté. Ne t'embête pas, dit Mia, se tournant déjà vers les ascenseurs avec David. L'équipe de nettoyage s'en chargera. C'est pour ça qu'ils sont payés. Je les ai regardés s'éloigner, les talons de Mia claquant contre le marbre sur un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Ses cheveux étaient parfaits. Comme toujours, coiffés de cette manière coûteuse qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Son tailleur était ajusté comme une seconde peau, coûtant probablement plus que le salaire mensuel qu'elle pensait que je gagnais en tant que consultant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et juste avant d'entrer, David s'est retourné pour me regarder. Son sourire était triomphant, victorieux. Il pensait avoir gagné quelque chose. Il pensait comprendre ce qui se passait ici. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer là-haut. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je suis resté seul dans le hall, la chemise tachée de sauce, avec le poids de 29 ans de mariage pesant sur mes épaules comme une pierre. Les agents de sécurité ne faisaient plus semblant de ne pas regarder. Quelques cadres chuchotaient entre eux, se demandant probablement qui était cet homme pathétique et pourquoi on l'avait laissé entrer dans leur sanctuaire de la réussite. J'ai sorti mon téléphone et essuyé la sauce sur l'écran. 3 appels manqués. Tous de mon assistante. Elle se demandait probablement où j'étais, pourquoi. J'étais en retard pour la réunion la plus importante du trimestre, la réunion qui déterminerait si Hartwell Industries obtiendrait le contrat qu'il poursuivait depuis 18 mois. La réunion où Mia et David rencontreraient enfin le vrai Thomas Mitchell. J'ai redressé mes épaules et me suis dirigé vers les toilettes des hommes pour me nettoyer du mieux que je pouvais. Mon reflet dans le miroir était sombre. Fatigué et plus vieux que mes 58 ans. La sauce avait laissé une tache sombre sur ma poitrine qui ressemblait à du sang sous la lumière fluorescente. Mais mes yeux contenaient quelque chose qui n'avait pas été là depuis des années, quelque chose qui avait été enfoui sous des décennies de petites humiliations et de déceptions silencieuses, quelque chose qui attendait exactement ce moment. En tamponnant la tache avec des serviettes en papier, j'ai pensé à la mallette en cuir marron restée dans ma voiture, celle contenant les documents qui
allait tout changer. Celle contenant la preuve de qui j'étais réellement et de ce que j'avais vraiment construit pendant que ma femme dépensait mon argent et que mon partenaire commercial complotait pour voler mes contrats. J'ai pensé au fauteuil du 46e étage, celui derrière le bureau en acajou dans le bureau d'angle. Avec la vue panoramique sur Manhattan, le fauteuil qui m'attendait pour que je le réclame publiquement pour la première fois. Le fauteuil dans lequel Mia et David allaient bientôt me voir assis. J'ai fini de nettoyer la sauce de ma chemise du mieux possible, j'ai ajusté ma cravate et vérifié ma montre. Ils avaient eu assez de temps pour s'installer confortablement dans la salle de conférence, assez de temps pour revoir leur proposition une dernière fois, assez de temps pour compter les 800 millions de dollars qu'ils pensaient être sur le point de gagner. Il était temps de leur montrer exactement qui ils avaient sous-estimé toutes ces années. Debout dans ces toilettes stériles, frottant la sauce aigre-douce sur ma chemise, mon esprit a dérivé vers l'époque où les choses étaient différentes. Quand Mia me regardait comme si j'avais décroché la lune au lieu de me regarder. Comme si j'étais une chose qu'elle avait grattée sous sa chaussure. C'était en 1995 quand nous nous sommes mariés. J'avais 29 ans, elle en avait 23, et je construisais déjà quelque chose qu'elle n'a jamais pris la peine de comprendre. À l'époque, elle disait que mon éthique de travail était admirable. Elle m'apportait du café quand je travaillais tard dans notre petit appartement et m'embrassait le front quand je m'endormais sur mes tableurs et mes plans d'affaires. Tu vas changer le monde, disait-elle, blottie contre moi sur notre canapé d'occasion. Elle n'avait pas tort. J'ai juste changé le monde plus discrètement qu'elle ne l'imaginait. La véritable ironie était que Mia vivait de ma réussite depuis des décennies. Sans le savoir. Chaque sac à main de créateur, chaque week-end au spa, chaque vacances en première classe en Europe avaient été financées par l'empire que j'avais construit dans l'ombre, un empire que je maintenais délibérément invisible. Utilisant des sociétés écrans et des associés de confiance comme visage public, tandis que je contrôlais tout depuis les coulisses. Mitchell Holdings, Sterling Industries, Apex Development Corporation, 3 entreprises que la plupart des gens pensaient appartenir à d'autres. Mais chaque décision majeure passait par moi. Chaque contrat, chaque acquisition, chaque transaction de 8 cents. Millions de dollars que des cadres ambitieux comme David Hartwell passaient des mois à essayer de sécuriser. J'avais appris tôt qu'être sous-estimé était plus puissant qu'être craint. Tandis que d'autres PDG posaient pour des couvertures de magazines et donnaient des interviews sur leur philosophie d'affaires, je travaillais en silence. Je laissais les autres s'attribuer le mérite pendant que je récoltais les bénéfices. C'était une stratégie qui avait fait de moi l'un des hommes les plus riches de Manhattan, et c'était aussi la raison pour laquelle ma femme me traitait comme un raté. La transformation avait été graduelle. Quand j'ai perdu mon emploi en entreprise. En 2008, Mia m'avait soutenu au début. Nous allons trouver une solution. Ensemble, avait-elle dit, tenant ma main à la table de la cuisine pendant que j'expliquais que l'entreprise réduisait ses effectifs et que j'avais été licencié après 15 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je planifiais mon départ depuis des mois. J'avais vu venir le vent et, plus important encore, je construisais mes propres entreprises en parallèle. L'indemnité de départ qu'ils m'ont offerte n'était que de la menue monnaie comparée à ce que je gagnais déjà avec mes propres affaires. Mais j'ai laissé tout le monde, y compris Mia, croire que l'argent manquait. C'était un test,
me disais-je. Je voulais voir si elle m'aimerait sans le salaire régulier, le titre de l'entreprise, le respect qui venait avec le poste de vice-président dans une société du Fortune 500. Je voulais savoir si elle resterait à mes côtés pendant que je bâtissais quelque chose de réel, quelque chose qui nous appartenait. La réponse est venue lentement, comme on regarde la peinture s'écailler sur un mur. D'abord, elle a cessé de s'enquérir de ma journée. Puis elle a cessé de préparer le dîner quand je travaillais tard. En 2010, elle avait cessé de porter son alliance lors des événements mondains, prétendant qu'elle ne s'assortissait pas à ses tenues. C'est vers cette époque qu'elle a commencé à faire des commentaires sur mon apparence, mes perspectives et mon apparente incapacité à me remettre sur les rails. Elle me comparait au mari de ses amis. Des hommes qui réussissaient dans des carrières visibles, des hommes dont l'accomplissement se mesurait à la taille du bureau et à la proximité de la place de parking. Le mari de Jennifer vient d'être promu associé, disait-elle au petit déjeuner, sans lever les yeux de son téléphone. Ils achètent une maison dans les Hamptons. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est moi qui avais acheté cette maison. Pas directement, mais par l'intermédiaire de l'une de mes sociétés. Je possédais la société de développement qui avait construit tout le quartier où Jennifer et son mari étaient si fiers de vivre. Le plus cruel était de la voir dépenser de l'argent qu'elle pensait provenir de mon travail de consultant. Je lui avais dit que je gagnais $8 000 par mois en tant que consultant indépendant, un montant délibérément modeste qui expliquerait notre style de vie confortable sans soulever de questions sur l'origine réelle de l'argent. $8 000 par mois, alors que je générais en réalité des millions. Elle levait les yeux au ciel quand je mentionnais un nouveau client, ne demandant jamais de détails parce qu'elle avait déjà décidé que mon travail ne méritait pas son attention. Pendant ce temps, elle planifiait des rénovations de cuisine à $50 000 et réservait des vacances en Europe qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Nous pouvons nous le permettre, disait-elle quand je remettais doucement en question un achat particulièrement onéreux. L'héritage de ton père couvre encore la plupart de nos dépenses. Mon père m'avait laissé $50 000 à sa mort. Cet argent avait disparu dès la première année de notre mariage, dépensé pour la compte de notre maison à Westchester. Mais je l'ai laissé croire que nous vivions sur l'héritage parce que c'était plus facile que d'expliquer la vérité. La vérité était trop compliquée, trop incroyable. Comment dire à votre femme que pendant qu'elle vous traite comme une déception, vous construisez discrètement un empire commercial valant plus de $2 milliards? Comment expliquer que chaque matin, quand elle quitte la maison dans sa voiture de luxe pour se rendre à ses cours de yoga et ses rendez-vous shopping, vous allez travailler en tant que propriétaire silencieux d'entreprise qui emploie des milliers de personnes? Comment dire à quelqu'un que son mépris a financé son style de vie? Le point de rupture aurait dû arriver il y a des années, mais j'ai continué d'espérer qu'elle se souvienne de qui j'étais autrefois pour elle. Je pensais que si j'étais assez patient, assez loyal, elle finirait par voir au-delà de la façade que j'avais créée et qu'elle m'aimerait à nouveau. Au lieu de cela, elle a trouvé David. David Hartwell, l'ambitieux vice-président d'une société d'investissement de taille moyenne qui conduisait une BMW en leasing et portait des costumes assez chers pour impressionner, mais pas trop pour que l'on se demande d'où venait l'argent. David, qui l'emmenait dans des restaurants que je
possédait via des filiales et lui achetait des bijoux avec de l'argent qu'il avait emprunté sur ses commissions futures. David, qui n'avait aucune idée que le contrat de 800 millions de dollars qu'il poursuivait depuis 18 mois ne serait approuvé que si je le signais personnellement. J'ai fini de nettoyer ma chemise et j'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. 58 ans, les tempes grisonnantes avec des rides autour des yeux. Qui n'était pas là quand Mia et moi étions jeunes et rêvions de construire une vie ensemble. Mais ma posture était droite, mes mains étaient stables et, pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi-même. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de mon assistante. Margaret était avec moi depuis 12 ans, l'une des rares personnes à connaître toute l'étendue de ce que j'avais bâti. Elle m'avait vu souffrir du dédain croissant de Mia et avait filtré les appels de ma femme exigeant de savoir pourquoi je travaillais si tard. Alors que j'animais en fait des réunions de conseil d'administration pour des entreprises valant des centaines de millions de dollars. Monsieur, la voix de Margaret était nette et professionnelle quand j'ai répondu. Madame Mitchell et Monsieur Hartwell sont dans la salle de conférence à. Ils attendent depuis 8 minutes. Laisse-les attendre encore un peu, dis-je en ajustant ma cravate. Je monte. Dans 5 minutes. Et les documents? J'ai pensé à la mallette en cuir marron dans ma voiture, celle contenant non seulement les contrats que David espérait signer, mais aussi les papiers du divorce que mon avocat avait préparé, les divulgations financières qui montreraient à Mia exactement combien d'argent elle avait dépensé sans savoir d'où il venait, et surtout, les preuves concernant la situation financière réelle de David et des preuves qui prouveraient qu'il n'était pas l'homme d'affaires prospère qu'il prétendait être, des preuves qui montreraient qu'il était en réalité noyé sous les dettes, utilisant des cartes de crédit pour financer son train de vie et comptant sur ce contrat pour le sauver de la faillite. Préparez-les, dis-je. Tous. Je suis sorti des toilettes et me suis dirigé vers l'ascenseur, mes pas résonnant dans le hall de marbre où ma femme venait de m'humilier devant des inconnus. Les agents de sécurité ont incliné la tête respectueusement sur mon passage, sans savoir qu'ils saluaient l'homme qui payait leur salaire. Alors que l'ascenseur m'emportait vers le 46e étage, vers le bureau d'Angluma. Femme et son amant attendaient de rencontrer le PDG qu'ils pensaient ne pas connaître, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Je me sentais puissant. L'ascenseur montait vers le 46e étage, chaque étage me rapprochant d'un moment que j'avais inconsciemment préparé depuis le jour où Mia m'avait regardé pour la première fois avec déception plutôt qu'avec amour. Les numéros sur le panneau d'affichage défilaient, 23, 24, 25. Chacun marquant un pas de plus loin d'eux. L'homme qui venait d'être humilié dans le hall et vers l'homme que j'avais toujours été dans l'ombre. Margaret m'attendait à l'ouverture des portes, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression professionnellement neutre malgré ce que je savais qu'elle pensait. Elle avait été témoin de suffisamment d'appels téléphoniques de Mia au fil des ans pour comprendre exactement quel genre de femme ma femme était devenue. Salle de conférence à, dit-elle simplement, emboîtant le pas alors que nous marchions dans le couloir bordé d'œuvres d'art originales que la plupart des gens pensaient appartenir à Sterling Industries, mais qui avaient en réalité été achetées via l'une de mes holdings personnelles. Comment semble-t-il, demandai-je, bien que je ne sois pas sûr que cela importe. Rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne changerait ce qui allait se passer. Confiant,
répondit Margaret, sa voix teintée d'une pointe d'ironie. M. Hartwell explique à votre femme à quel point cette réunion est importante, à quel point ce contrat va changer leur vie. Leur vie comme s'ils formaient une équipe. Comme si David Hartwell était autre chose qu'un homme désespéré, croulant sous les dettes, qui s'était accroché à ma femme parce qu'il pensait qu'elle avait de l'argent. Nous nous sommes arrêtés devant la salle de conférence, et à travers les parois de verre, je pouvais les voir. Mia était assise, le dos bien droit, son blazer de créateur impeccable, ignorant totalement qu'elle était assise dans un fauteuil que j'avais personnellement choisi lorsque nous avions conçu cet étage. Il y a 3 ans. David faisait les 100 pas près de la fenêtre, gesticulant. Tout en parlant, ses mouvements rapides et nerveux malgré la confiance que Margaret avait mentionnée. Les documents, demandai-je. Margaret me tendit un dossier de papier craft mince. À l'intérieur se trouvaient les copies de tout ce que David pensait avoir caché, des relevés de cartes de crédit montrant des dettes totalisant plus de 400 000 $, des relevés bancaires prouvant que son compte courant avait été à découvert 6 fois au cours des 2 derniers mois, des demandes de prêts rejetées par 4 institutions différentes. Le plus accablant était les copies de mails qu'il avait envoyées à des investisseurs potentiels et des emails où il affirmait être en relation avec une femme riche dont la fortune familiale aiderait à garantir ses projets commerciaux. Il vendait Mia comme garantie pour des investissements qu'il ne pouvait obtenir par son propre mérite. Et les documents de Madame Mitchell? Le second dossier était plus épais. 29 ans de mariage avaient généré une trace écrite substantielle, mais les documents les plus pertinents étaient récents. Des relevés bancaires montrant que chaque dollar sur nos comptes joints provenait de mes entreprises, des titres de propriété prouvant que la maison qu'elle considérait comme la leur appartenait en réalité à une fiducie contrôlée entièrement par moi, des portefeuilles d'investissement qu'elle n'avait jamais vus parce qu'elle n'avait jamais posé de questions, tous gérés par mes conseillers financiers. Le dernier document du dossier était celui qu'elle avait signé sans le lire, comme c'était son habitude pour tout ce qui semblait trop juridique ou compliqué, un accord post-nuptial que nous avions mis à jour il y a 5 ans quand j'avais restructuré certaines de mes holdings. Pour des raisons fiscales, un accord qui ne lui donnait pratiquement rien en cas de divorce causé par l'infidélité. Elle l'avait signé alors qu'elle planifiait un week-end au spa avec ses amis, jetant à peine un œil aux pages dont je lui avais dit qu'elles n'étaient que des mises à jour financières de routine. Dois-je vous annoncer, demanda Margaret. J'ai réajusté ma cravate, la même cravate que je portais quand ma femme avait versé de la nourriture sur moi 30 minutes plus tôt. La tâche était à peine visible maintenant, mais je sentais encore la légère odeur sucrée de la sauce. Non, dis-je. Je vais m'annoncer moi-même. Margaret hocha la tête et se retira à son bureau. Je suis resté seul devant la salle de conférence, regardant ma femme et son amant se préparer pour une réunion qu'ils pensaient être la clé de leur avenir. David avait ouvert sa mallette et revoyait les documents, répétant probablement son argumentaire une dernière fois. Mia vérifiait son reflet dans l'écran noir de son téléphone, ajustant ses cheveux avec la même attention méticuleuse qu'elle accordait à son apparence depuis 5 ans chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un qu'elle jugeait important. Elle avait cessé de se soucier de son apparence en ma présence quelque part en 2015. Je pouvais identifier le moment exact car c'était la même semaine où elle avait commencé à travailler tard les mardis et
Jeudi. La même semaine où elle avait commencé à recevoir des SMS qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. À travers la vitre, j'ai vu David se pencher et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a ri, d'un rire sincère, plein de chaleur et d'affection. Je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'elle avait ri comme ça avec moi. Peut-être notre dîner d'anniversaire en 2012, à l'époque où elle prétendait encore s'intéresser à notre mariage. Mon téléphone a vibré, un message de mon avocat confirmant que tous les documents du divorce étaient prêts à être déposés. Il ne restait que ma signature et la décision d'aller de l'avant. Après ce qui s'était passé dans le hall, après avoir vu ma femme m'humilier en public tout en planifiant de profiter de ma réussite avec un autre homme, cette décision semblait inévitable. Mais d'abord, il devait comprendre exactement ce qu'il perdait. J'ai pensé au rapport annuel de Sterling Industries posé sur le bureau de David. Dans son petit bureau à 15 pâtés de maison d'ici. Il avait surligné des passages sur la croissance de notre entreprise, notre expansion sur de nouveaux marchés et nos projets d'avenir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque passage surligné avait été écrit par des consultants que j'avais engagés. Chaque stratégie de croissance avait été élaborée par des équipes que j'avais assemblées. Chaque plan futur avait été approuvé par moi. Sterling Industries existait parce que je l'avais créé. Le contrat de 800 millions de dollars existait parce que j'avais négocié les accords sous-jacents qui le rendaient possible. Les chiffres d'affaires impressionnants qui avaient attiré l'attention de David existaient parce que j'avais passé 8 ans à acquérir systématiquement de petites entreprises pour les intégrer dans un portefeuille qui employait désormais plus de 12 000 personnes. David Hartwell pensait rencontrer un PDG anonyme impressionné par ça. Proposition. Il n'avait aucune idée qu'il allait s'asseoir en face de l'homme dont il partageait le lit de la femme depuis 5 ans. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence sans frapper. Ils se sont tous deux tournés vers moi, leurs expressions passant d'une curiosité légère à la confusion. David s'est arrêté au milieu d'une phrase qu'il adressait à Mia. Elle a cligné des yeux 2 fois, comme si elle essayait de comprendre pourquoi son mari entrait dans sa réunion d'affaires importante. Thomas. Sa voix était tranchante d'agacement. Qu'est-ce que tu fais ici? La sécurité était censée t'escorter dehors. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis dirigé vers le bout de la table de conférence, vers le fauteuil qui était le mien depuis que nous avions construit cet immeuble. Ils me regardaient tous deux bouger, sans encore comprendre ce qui se passait. Je suis désolé, a dit David en se levant et en ajustant sa veste. Je pense qu'il y a erreur. Nous attendons le PDG de Sterling Industries. J'ai tiré le fauteuil et me suis assis, posant mes dossiers sur la table devant moi. Le cuir était souple et familier sous mes mains, lissé par des années d'utilisation lors de réunions dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Pas d'erreur, dis-je, regardant directement ma femme. Vous l'avez trouvé. Mia est devenue livide. David a regardé alternativement Mia et moi, sa confiance s'évaporant comme de la vapeur. Pour la première fois en 5 ans, j'avais leur attention totale et indivise. C'est impossible, a chuchoté Mia. Tu es consultant. Tu gagnes 8 000 $ par mois. Tu travailles à domicile. J'ai ouvert le premier dossier et en est sorti une carte de visite, que j'ai fait glisser sur la table polie vers elle. Mon nom y était gravé en lettres d'or.
Thomas Mitchell, président-directeur général, Sterling Industries. Je travaille effectivement à domicile parfois, dis-je calmement. C'est l'un des avantages d'être le propriétaire de l'entreprise. David s'est affalé dans son fauteuil, sa mallette pleine de propositions. Soudainement sans valeur. Mia fixait la carte de visite comme si elle était écrite dans une langue étrangère. C'est une sorte de plaisanterie, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti mon téléphone et appelé Margaret. S'il vous plaît, apportez-les. Dossier du contrat pour Hartwell Industries, dis-je, sans jamais quitter le visage de ma femme des yeux. Tout de suite, Monsieur Mitchell, la voix de Margaret sortit du haut-parleur. Assez forte pour qu'ils entendent tous les deux le ton respectueux, la familiarité aisée de quelqu'un qui prenait mes ordres depuis plus d'une décennie. Les mains de Mia tremblaient maintenant. David était devenu totalement silencieux, calculant probablement à quel point il s'était trompé sur toute la ligne. 29 ans, dis-je à Mia. 29 ans que tu dépenses mon argent. Que tu vis dans ma maison, que tu dors dans mon lit tout en me traitant comme si j'étais un raté. Margaret a frappé et est entrée, portant une pile de dossiers qui représentait 18 mois de travail de David pour courtiser un contrat auprès d'une entreprise que je possédais. Elle les a posés devant moi et est repartie. Sans un mot. Chaque vacance que tu as prise, ai-je continué en ouvrant le premier dossier. Chaque robe de créateur, chaque soin au spa, chaque dîner coûteux que tu as partagé avec Monsieur Hartwell ici, tout cela a été payé avec l'argent d'entreprise dont tu ne savais même pas que j'étais le propriétaire. J'ai sorti une photographie du dossier de David, prise par un détective privé il y a 6 mois. On y voyait David et Mia sortant du restaurant Jepes, le même restaurant où je l'avais demandé en mariage il y a 30 ans. Ils se tenaient là, mains, riant, ignorant totalement qu'ils étaient surveillés. Savais-tu, dis-je en faisant glisser la photo sur la table, que je possède Jepes? Je l'ai racheté il y a 3 ans quand le propriétaire d'origine a voulu prendre sa retraite. Donc chaque dîner romantique que vous y avez eu, chaque bouteille de champagne partagée, chaque moment où vous avez planifié votre avenir ensemble, c'est moi qui ai tout payé. Le silence dans la salle était assourdissant. Dehors, Manhattan continuait sa course effrénée. Mais à l'intérieur de cette salle de conférence, le temps semblait figé. Enfin, David a retrouvé sa voix. Le contrat ne sera pas signé, ai-je fini pour lui. Du moins, pas par vous. J'ai pris le second dossier, celui contenant tout ce que j'avais appris sur la situation financière réelle de David Hartwell. Il était temps de leur montrer exactement quel genre d'homme ma femme avait choisi pour me remplacer. Le silence s'étirait entre nous comme un câble tendu prêt à rompre. Mia fixait la photographie d'elle et David, son visage passant par une série d'expressions que je n'avais pas vues depuis des années, choc, peur, et quelque chose qui aurait pu être de la honte, si elle en était capable. Les mains de David étaient à plat sur la table de conférence, ses phalanges blanches de tension. Écoutez, Monsieur Mitchell, je n'avais aucune idée que vous étiez marié à assez. Ma voix a tranché son excuse comme une lame. Nous savons tous les deux que c'est faux. J'ai ouvert le second dossier, le plus épais, contenant les dossiers financiers de David. Les papiers ont bruissé dans le silence tandis que je les étalais sur la table d'acajou comme un croupier distribuant les cartes d'une partie de poker.
Ou je serai le seul à connaître le jeu de chacun. David Hartwell, lu jeu sur le premier document. Carte Visa se terminant. Par 4791. Solde actuel de 63 412 $. Paiement minimum en retard de 60 jours. Le visage de David est devenu gris. Mia regardait tour à tour les papiers. David, son assurance parfaite finissant par se fissurer. Mastercard se terminant par 8835, ai-je continué. Solde de 9768 $. Également en retard. J'ai levé les yeux vers ma femme. Étais-tu au courant de tout cela quand tu l'aidais à choisir la Rolex qu'il porte? Les yeux de Mia se sont dardés vers le poignet de David, ou une montre valant. Probablement 30 000 $ captaient la lumière des fenêtres de la salle de conférence. Une montre que je réalisais maintenant qu'elle lui avait probablement achetée avec l'argent de notre compte joint. Compte chèque Chase Bank, dis-je en sortant une autre feuille. Ah. Découvert 6 fois au cours des 8 dernières semaines. Solde moyen pour l'année, 243 $. Ce sont des informations privées, a dit David, sa voix étant à peine un murmure. Comment avez-vous? J'obtiens toutes les informations dont j'ai besoin sur les gens qui veulent faire affaire avec mes entreprises, dis-je. Cela s'appelle la diligence. Raisonnable. Quelque chose dont vous auriez entendu parler si vous étiez réellement bon dans votre travail. J'ai sorti un document plus long, plusieurs pages agrafées ensemble. Mais voici ma partie préférée. Des demandes de prêt auprès de 4 banques. Différentes au cours de l'année passée, toutes rejetées. Et savez-vous pourquoi? Elles ont été rejetées, David? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Parce que vous avez listé ma femme comme référence financière. Vous leur avez dit que vous étiez en relation avec quelqu'un qui possédait une fortune familiale substantielle qui pourrait servir de garantie pour vos dettes. J'ai regardé Mia, qui restait la bouche bée. Vous l'avez utilisée comme caution, pendant qu'elle vous utilisait comme une échappatoire à un mariage qu'elle pensait sans valeur. L'ironie est si parfaite qu'elle me ferait presque rire. David pensait s'accrocher à une femme riche, et Mia pensait passer à un homme qui réussit. Ils ont tous deux vécu dans un fantasme construit sur des mensonges et des suppositions. Le fait est, ai-je poursuivi, que Mia n'a aucune fortune familiale. Elle n'en a jamais eu. Ses parents sont morts quand elle avait 25 ans et lui ont laissé exactement 12 000 $ et une Honda Civic de 1990 avec un climatiseur en panne. La respiration de Mia était devenue courte et rapide. 29 ans de mariage. Et elle apprenait enfin d'où venait réellement son style de vie confortable. Chaque dollar qu'elle a dépensé au cours des 3 dernières décennies est venu de moi. Chaque paiement de carte de crédit, chaque mensualité de prêt immobilier, chaque prime d'assurance, tout a été financé par des entreprises dont elle ne savait pas que j'étais le propriétaire. J'ai sorti un relevé bancaire de notre compte joint. Même l'argent qu'elle a dépensé pour vous. David et les dîners, les cadeaux, les week-ends dans les hantons ou tout cela. C'est mon argent. J'ai regardé David assimiler cette information, je l'ai vu réaliser que la femme qu'il courtisait pour sa richesse n'était en fait qu'une autre personne vivant de mon succès. Mais voici la partie vraiment spéciale, dis-je en cherchant un dernier dossier dans ma mallette. Mon cadeau pour vous deux. Le dossier contenait des copies de mails que David avait envoyés au cours de l'année écoulée et des emails que j'avais obtenus par des moyens tout à fait
L'ego une fois que j'avais commencé à enquêter sur lui en tant que partenaire commercial potentiel. Ce sont des messages que vous avez envoyés à Marcus Webb chez Pinacle. Investissement, dis-je en faisant glisser les copies sur la table. Dedans, vous décrivez votre relation avec Mia comme un partenariat stratégique qui permettrait d'accéder à l'argent de la famille pour de futurs projets. Mia a arraché les papiers et les a lus, son visage devenant plus pâle à chaque ligne. David l'avait décrite comme son soutien financier, avait promis aux investisseurs que son héritage garantirait leurs investissements dans son entreprise de conseil défaillante. Et cela, dis-je en produisant un autre lot de mets, sont les messages que vous avez envoyés à Patricia Chen chez Liberty Capital. Vous lui avez dit que votre petite amie riche était naïve en affaires, et que vous pourriez facilement accéder à ses ressources pour vos propositions d'investissement. Les papiers tremblaient dans les mains de Mia. David avait prévu de se servir d'elle, l'avait décrite à des partenaires commerciaux potentiels comme une proie facile, une femme riche trop stupide pour comprendre comment il la manipulait. Tu m'as traité de naïve, a chuchoté Mia, la voix brisée. Tu leur as dit que j'étais stupide. Mia, commença David en cherchant sa main, mais elle se dégagea brusquement. Mais ce n'est pas le meilleur, ajoutai-je, y prenant plus de plaisir que prévu. Le meilleur, c'est ce que vous avez écrit à Kevin Morrison chez Hartwell Industries le mois dernier. J'ai sorti un dernier email, celui qui m'avait fait rire aux éclats quand mon enquêteur me l'avait montré. David avait écrit à son propre patron pour lui expliquer qu'il cultivait une relation avec la femme d'un homme d'affaires raté, et qu'elle ne se douterait jamais qu'elle était utilisée car elle avait trop honte du manque de réussite de son mari pour prêter attention aux détails financiers. Tu avais l'intention de me voler, a dit Mia, regardant David comme si elle le voyait pour la première fois. Tu allais prendre mon argent et disparaître. Ce n'est pas son argent, dis-je calmement. Ça ne l'a jamais été. Mais oui. C'était son plan. David s'est levé brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Je n'ai pas à écouter ça. Il n'y a aucune preuve que vous puissiez. Asseyez-vous, dis-je, et quelque chose dans ma voix l'a forcé à obéir. Immédiatement. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Margaret, s'il vous plaît, envoyez la sécurité à la salle de conférence et appelez l'inspecteur Morrison de l'unité des crimes financiers. Dites-lui que nous avons les documents prêts. Tout de suite, monsieur Mitchell. David est devenu livide. Crime financier? Fraude bancaire, dis-je calmement. Utilisation de fausses informations pour obtenir des prêts. C'est un délit fédéral, surtout quand les montants dépassent 50 000 $. J'ai rassemblé tous les papiers et les ai remis dans leur dossier. Chaque demande de prêt que vous avez soumise avec Mia comme référence contenait de fausses informations. Chaque email que vous avez envoyé promettant aux investisseurs l'accès à son argent constituait une fraude. Le FBI prend ce genre de choses très au sérieux. À travers les fenêtres de la salle de conférence, je pouvais voir les agents de sécurité approcher dans le couloir. David les a vus aussi et s'est dirigé vers la porte, mais j'ai repris la parole. Je ne m'enfuirais pas si j'étais vous. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Thomas, dit Mia, d'une voix faible et brisée. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce qu'il préparait. Je sais que tu ne savais pas, dis-je,
et pour la première fois depuis le début de cette réunion, ma voix s'est légèrement adoucie. Tu as été tout. Autant sa victime que n'importe qui d'autre. La différence, c'est que tu étais aussi ma femme quand tu as décidé de trahir notre mariage. Les agents de sécurité ont frappé à la porte. À travers la vitre, je pouvais voir l'inspecteur Morrison derrière eux, un homme avec qui j'avais déjà travaillé lors d'un problème de détournement de fonds dans l'une de mes autres entreprises. Les papiers du divorce sont déjà préparés, dis-je à Mia. Tu peux les signer volontairement, ou nous pouvons le faire de la manière difficile. Mais, quoi qu'il en soit, ce mariage est fini. Elle a hoché la tête, des larmes coulant enfin sur ses joues. La maison appartient à une fiducie que je contrôle. Tu auras 30 jours pour retirer tes effets personnels. Je me suis levé, ajustant ma veste. Les comptes bancaires joints seront fermés aujourd'hui. Tu recevras un chèque de règlement de $50 000, ce qui est plus généreux que ce que l'accord post-nuptial exige au vu des circonstances. $50 000 le montant exact que ses parents lui avaient laissé il y a 29 ans. Cela semblait approprié. Mon avocat vous expliquera le reste, dis-je. Vous serez à l'aise, mais vous devrez trouver du travail. Un vrai travail, pas les postes de bénévoles que vous considériez comme des loisirs. Les agents de sécurité sont entrés, suivis de l'inspecteur Morrison. David a regardé autour de lui comme un animal traqué, comprenant enfin qu'il était tombé dans un piège tendu depuis des mois. Monsieur Hartwell, dit l'inspecteur Morrison, nous aimerions vous poser quelques questions sur les demandes de prêt que vous avez soumises au cours de l'année passée. Alors qu'ils emmenaient David, il s'est retourné pour regarder Mia une dernière fois. Mais elle ne le regardait pas. Elle me fixait, me voyant clairement pour la première fois depuis des décennies. 29 ans, a-t-elle chuchoté. Tu m'as laissé penser que tu n'étais rien pendant 29 ans. Je t'ai laissé penser ce que tu voulais bien penser, dis-je. J'espérais que tu m'aimerais quand même. Et quand je ne l'ai pas fait? J'ai pris ma mallette et me suis dirigé vers la porte. Quand tu ne l'as pas fait, j'ai appris à m'aimer assez pour cesser d'avoir besoin que tu le fasses. Le silence est retombé dans la salle de conférence derrière moi alors que je m'éloignais, laissant ma femme face aux conséquences des choix qu'elle avait fait bien avant que David Hartwell n'entre dans nos vies des choix de respect, de loyauté, sur le genre de personne qu'elle voulait être. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement, sincèrement libre. 3 jours après la confrontation chez Sterling Industries, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, regardant Mia signer les papiers du divorce d'une main tremblante. Elle semblait plus petite, diminuée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la simple robe noire qu'elle portait à la place de ses tenues de créateur habituel. Le montant du règlement est définitif, expliqua Jonathan Reeves, mon avocat, alors qu'elle initialait chaque page. $50 000 comme spécifié dans l'accord post-nuptial. La maison, les voitures et tous les autres actifs restent là. Propriété de Monsieur Mitchell. Mia a hoché la tête sans parler. Elle n'avait plus dit grand-chose depuis que l'arrestation de David avait fait les gros titres des journaux locaux. Un cadre financier local inculpé de fraude bancaire, titrait la section des affaires, accompagné d'une photo de lui emmener les menottes au poignet. L'article mentionnait son stratagème présumé pour escroquer des investisseurs en
utilisant de fausses allégations de liens familiaux avec la richesse. Il ne mentionnait pas Mia par son nom, mais tout le monde dans notre cercle social savait qui était la petite amie riche de David. Les comptes joints ont été fermés, a poursuivi Jonathan. Vos cartes de crédit personnel liées à ces comptes ne sont plus valides. Vous devrez établir vos propres relations bancaires à l'avenir. Elle a levé les yeux à cette annonce, la panique brillant dans ses yeux verts. Toutes? Même l'American Express? Toutes, ai-je confirmé. La carte Platinum que tu utilisais pour réserver tes week-ends au spa étaient liés à mes comptes d'entreprise. Tout comme la Visa que tu utilisais pour tes séances de shopping à Manhattan. La réalité la frappait de plein fouet. Pendant 29 ans, elle avait vécu sans jamais se soucier de l'argent, sans jamais se demander d'où il venait ou s'il continuerait de couler. Elle avait traité les cartes de crédit comme des baguettes magiques qui faisaient apparaître des choses chères sans conséquence. Je ne comprends pas comment c'est légal, a-t-elle dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure. La moitié de tout devrait me revenir. La communauté de biens ne s'applique pas lorsque les actifs ont été placés dans des fiducies et des sociétés avant le mariage, a expliqué Jonathan. Patiemment. Des actifs qui ont été bâtis par le travail de Monsieur Mitchell pendant le mariage, mais détenus séparément selon l'accord post-nuptial que vous avez signé. L'accord post-nuptial. J'ai observé son visage alors qu'elle se souvenait l'avoir signé, pensant probablement qu'il ne s'agissait que d'une pile de paperasse ennuyeuse de plus que je lui demandais de régler. Elle planifiait un voyage entre filles à Napa Valley à l'époque, plus intéressée par les réservations de restaurants que par les documents juridiques. Tu avais prévu cela, dit-elle en me regardant avec un mélange d'admiration et d'horreur. Tu planifiais cela depuis des années. J'avais prévu cette éventualité, dis-je. J'espérais n'avoir jamais à m'en servir. La vérité était plus complexe. Je n'avais pas planifié le divorce spécifiquement, mais j'avais appris tôt dans ma carrière à protéger mes actifs. Quand mes entreprises ont commencé à générer des sommes importantes, j'avais tout structuré pour minimiser les impôts et les risques juridiques. Le fait que ces mêmes structures me protègent aujourd'hui dans une procédure de divorce n'était qu'un effet secondaire heureux. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne m'étais pas avoué à moi-même jusqu'à récemment. Une partie de moi se préparait à ce moment. Depuis 2010, quand le comportement de Mia à mon égard était passé de la déception au mépris actif. Je l'avais regardé choisir des chaussures de luxe. Plutôt que notre mariage, donner la priorité au statut plutôt qu'à la loyauté. Et j'avais discrètement construit des murs autour de tout ce que j'avais travaillé à créer. Où iras-tu, ai-je demandé, et j'ai été surpris de constater que je me souciais sincèrement de la réponse. Elle a haussé les épaules, un geste si différent de ses mouvements habituellement précis qu'elle semblait être une étrangère. Chez ma sœur, dans le Connecticut, je suppose, le temps de trouver une solution. Sa sœur, Karen, la directrice de lycée qui avait toujours désapprouvé le train de vie de Mia. Karen, qui faisait des commentaires acerbes sur le fait de vivre au-dessus de ses moyens lors des réunions de famille depuis des années. Mia détesterait chaque minute passée là-bas, mais c'était probablement sa seule option. Et le travail, demanda Jonathan en prenant des notes sur son bloc légal. Je ne sais pas, la voix de Mia se brisa légèrement. Je n'ai pas travaillé.
Depuis avant notre mariage. Je ne sais même pas pourquoi je suis qualifié. Elle avait un diplôme universitaire en histoire de l'art, quelque chose qui semblait romantique et sophistiqué quand nous étions jeunes. Mais 29 ans de déjeuner de charité et de cours de yoga ne se traduisent pas en compétences professionnelles monnayables. Il existe des agences de placement, dis-je, des entreprises qui aident les gens à réintégrer le marché du travail. Elle m'a regardé d'un air vif. Tu as fait des recherches là-dessus aussi? J'ai fait des recherches sur tout ce qui pourrait t'aider à retomber sur tes pieds, admis-je. Cela ne doit pas forcément te détruire, Mia. Tu es intelligente. Tu es instruite. Tu peux te reconstruire. En tant que quoi? Secrétaire? Vendeuse? Sa voix monta d'un ton, une partie de son ancienne fougue refaisant surface. As-tu la moindre idée d'à quel point c'est humiliant? Oui, dis-je doucement. Je l'ai. Le silence qui a suivi était lourd de 29 ans de blessures accumulées et de malentendus. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais essayé de partager mon travail réel avec elle, à l'excitation que j'avais ressentie à l'idée de bâtir quelque chose de significatif, au rêve que je voulais que nous poursuivions ensemble. Elle ne s'était jamais intéressée aux détails de ce que je faisais. N'avait jamais posé de questions sur mes projets ou mes objectifs. Elle voulait les résultats sans le processus, le style de vie sans le travail qui le rendait possible. La maison sera vide d'ici la semaine prochaine, dis-je. Je la fais nettoyer et je la mets en vente. Tu vends notre maison? Pour la première fois depuis que nous nous étions assis, une émotion réelle a percé sa façade composée. Ce n'a jamais été notre maison, dis-je. C'était une maison que j'avais achetée pour une femme qui a cessé de vouloir y vivre avec moi il y a des années. Elle a tressailli, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. J'aimais cette maison, a-t-elle chuchoté. Tu aimais ce qu'elle représentait, corrigeai-je. Tu aimais pouvoir dire aux gens que tu vivais à Westchester, tu aimais organiser des dîners où tu pouvais te pavaner dans la cuisine rénovée et montrer le carrelage importé. Tu n'as jamais aimé la maison elle-même. Ce n'est pas vrai. Quand as-tu pris place dans le salon pour la dernière fois sans recevoir d'invités? Quand as-tu préparé un dîner dans cette cuisine pour laquelle tu as dépensé 40 000 $ de rénovation? Quand as-tu été heureux simplement d'être là? Elle ne pouvait pas répondre car nous connaissions tous deux la vérité. Elle avait transformé notre maison en une scène pour la vie qu'elle voulait que les gens croient qu'elle menait, mais elle n'avait jamais réellement vécu cette vie. Jonathan s'est raclé la gorge. Les documents finaux seront déposés demain. Le divorce sera prononcé dans les 60 jours. 60 jours pour mettre fin à 29 ans de mariage. Cela semblait à la fois trop long et pas du tout suffisant pour assimiler tout ce qui nous avait conduit à ce moment. Il y a une dernière chose, dis-je en sortant une enveloppe de la poche de ma veste. J'ai fait le nécessaire pour que tu bénéficies d'une aide au placement et d'un conseil d'orientation professionnelle 6 mois de soutien pour t'aider à déterminer la suite. Mia a regardé l'enveloppe comme si elle allait la mordre. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que la rancœur n'est pas la même chose que la justice, dis-je. Et parce que je veux que tu ailles bien, même si nous ne pouvons plus aller bien ensemble. Elle a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Je t'ai fait tellement de mal. Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas comment m'en excuser. Je me suis levé, ramassant mes papiers. On ne s'excuse pas pour ça. On en tire des leçons. On devient quelqu'un qui ne ferait plus les mêmes choix. À la sortie du bureau de l'avocat, Mia et moi nous tenions sur le trottoir pour ce qui serait probablement la dernière fois en tant que mari et femme. L'air d'automne était frais, portant l'odeur des feuilles mortes et la promesse de l'hiver. « Que vas-tu faire maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à la maison silencieuse de Westchester, vide désormais à l'exception des souvenirs que je portais seul depuis trop d'années. J'ai pensé aux entreprises qui continueraient de tourner sans le poids d'un mariage raté sur mes épaules. Je vais vivre, dis-je. Vraiment vivre, pour la première fois depuis longtemps. Elle hocha la tête, des larmes débordant enfin. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aidera à te mériter toi-même. Répondis-je. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras pour nous dire adieu. Nous n'avons pas fait de promesse de rester en contact ou prétendu que c'était autre chose qu'une fin. Elle s'est dirigée vers la station de métro, portant tout ce qu'elle possédait désormais dans un simple sac à main, tandis que je marchais vers ma voiture et vers le reste de ma vie. Pour la première fois depuis des années. L'avenir ressemblait à quelque chose que l'on attend avec impatience plutôt qu'à quelque chose que l'on subit. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Karen, la sœur de Mia. Elle travaille dans une librairie, a dit Karen sans préambule. 9 $ de l'heure, à temps partiel. Elle pleure tous les soirs. J'étais assis dans ma maison vide, mangeant des plats chinois à emporter dans des boîtes qui me rappelaient désagréablement cette journée dans le hall. Est-ce qu'elle va bien? Elle survit. À peine. La voix de Karen était prudemment neutre. Elle m'a demandé de t'appeler. Qu'est-ce qu'elle veut? Rien. Elle voulait juste que tu saches qu'elle comprend maintenant ce qu'elle a gâché. Karen marqua une pause. Elle voulait que tu saches qu'elle est désolée, et qu'elle sait que désolée ne suffit pas. J'ai posé mes baguettes et regardé par la fenêtre le jardin que Mia avait payé des paysagistes pour concevoir, mais dont elle ne s'était jamais occupée elle-même. Dis-lui que j'espère que les choses iront mieux pour elle. C'est tout? J'ai pensé au pardon, aux secondes chances et au genre d'homme que je voulais être à l'avenir. Dis-lui que comprendre ce qu'elle a perdu est la première étape pour s'assurer qu'elle ne perde plus jamais rien d'aussi important. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma maison vide et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la paix. Pas encore. Le bonheur, pas la joie qui accompagne les nouveaux départs, mais la satisfaction profonde et tranquille qui vient du fait d'être enfin libéré d'un poids que l'on avait oublié porter. Demain, je commencerai à chercher un endroit plus petit pour vivre, quelque chose qui ressemble à un foyer plutôt qu'à une vitrine. Demain, je commencerai à réfléchir à ce que je voulais réellement que ma vie soit, au lieu de ce que je pensais qu'elle devait être. Ce soir, je me contentais de m'asseoir dans le silence et de me souvenir de qui j'étais quand je n'essayais pas d'être assez pour quelqu'un qui avait décidé que je ne le serais jamais. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai rencontré Elena Rodriguez lors d'un événement bénévole pour un programme d'alphabétisation que je finançais discrètement depuis des années. Elle donnait des cours de lecture pour adultes. Le soir, après son travail de bibliothécaire dans un collège, et elle n'avait
Aucune idée que l'homme qui l'aidait à organiser les dons de livres pesait plus de 2 milliards de dollars. Cette ignorance était rafraîchissante d'une manière que je n'aurais pu imaginer. Vous êtes très doué avec les gens, dit-elle alors que nous emballions des livres dans des boîtes pour les distribuer au centre communautaire de la ville. Avez-vous déjà fait ce genre de travail? J'avais 59 ans, je portais un jean et une simple chemise boutonnée, mes mains étaient sales d'avoir déplacé des cartons de manuels scolaires donnés. Pour la première fois depuis des décennies, je ressemblais exactement à ce que j'étais. Un homme qui avait du temps pour aider parce qu'il avait enfin appris la différence entre être occupé et avoir un but. J'ai fait beaucoup de types de travaux différents, dis-je, ce qui était assez vrai. Elena a souri, et j'ai remarqué la façon dont ses yeux sombres se plissaient au coin, la façon dont ses cheveux grisonnants captaient la lumière des néons du centre communautaire. Elle avait probablement 55 ans, avec des rides d'expression qui suggéraient qu'elle avait passé plus de temps à être heureuse qu'autre chose, et elle portait son alliance sur une chaîne autour du cou. Veuve, demandai-je doucement, en désignant le collier du regard. Il y a 3 ans. Un cancer. Elle n'avait pas l'air triste en le disant. Juste factuel, comme on apprend à l'être quand on a traversé le deuil et qu'on en est ressorti de l'autre côté. Et vous? Divorcé récemment. Je suis désolé. Je ne le suis pas, dis-je, surpris de voir à quel point c'était vrai. C'était la bonne chose à faire pour nous deux. Au cours des semaines suivantes, je me suis surpris à attendre avec impatience les jeudis soirs au centre communautaire. Elena et moi avons développé un rythme facile, travaillant ensemble pour trier les dons et planifier le programme des cours d'alphabétisation. Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais comme travail, n'a jamais semblé curieuse de savoir pourquoi j'étais disponible pendant les heures de bureau habituelles, ou comment je pouvais me permettre de donner autant de temps bénévolement. Elle s'intéressait aux livres, au fait d'aider les gens à apprendre à lire, et à la petite satisfaction que l'on tire de voir un ouvrier du bâtiment de 60 ans déchiffrer sa première phrase complète. Elle s'intéressait à des choses qui comptaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent, le statut ou le fait d'impressionner qui que ce soit. Un jeudi soir de la fin du printemps, alors que nous fermions le centre communautaire, elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Il y a un endroit au coin de la rue, dit-elle. Rien d'extraordinaire, mais il reste ouvert tard pour les travailleurs de nuit. Le restaurant où elle m'a conduit était le genre d'endroit que Mia aurait méprisé d'un simple regard, des banquettes en vinyle usées par des décennies d'utilisation, du café servi dans de grosses tasses blanches, des tartes exposées sous des cloches en verre qui avaient vu des jours meilleurs. C'était exactement le genre d'endroit où de vraies conversations ont lieu entre deux vraies personnes. Puis-je vous demander quelque chose, dit Elena une fois que nous nous fûmes installés dans un box près de la fenêtre. Bien sûr. Est-ce que vous fuyez quelque chose ou est-ce que vous allez vers quelque chose? La question m'a pris au dépourvu. Que voulez-vous dire? Le bénévolat, votre disponibilité pendant la journée, le fait que vous ne parliez jamais de votre passé. Elle remua le sucre dans son café, ses mouvements étant délibérés et calmes. Les gens de notre âge ont généralement plus d'obligations, plus d'attaches. Vous semblez très libre. J'ai envisagé de mentir, de lui donner une version simplifiée de mon histoire. Plus facile à digérer. Mais assis en face de cette femme qui apprenait aux enfants à aimer les livres et aux adultes à les lire,
la malhonnêteté semblait impossible. J'ai passé 30 ans à construire quelque chose que je pensais me rendre heureux. Dis-je lentement. Un mariage, une entreprise, une vie qui semblait réussie. De l'extérieur. Mais j'étais tellement concentré sur la construction que j'en ai oublié de vivre. Et maintenant? Maintenant, j'apprends ce que cela fait de choisir comment je passe mon temps. Au lieu de le voir choisi pour moi. Elle hocha la tête, buvant son café. Mon mari disait souvent que la chose là, plus chère que l'on puisse acheter, c'est une vie dont on ne veut pas. Il semblait être un homme sage. Il l'était. Elle sourit, d'un sourire chaleureux plutôt que triste. Il vous aurait apprécié, je pense. Il disait toujours que les gens les plus intéressants étaient ceux qui avaient compris comment repartir de zéro. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture du restaurant à minuit, parlant de livres, d'enseignement et de la satisfaction particulière que l'on ressent à voir quelqu'un découvrir qu'il est capable de plus qu'il ne l'aurait cru possible. Quand je l'ai raccompagné à sa voiture, une vieille Honda Civic avec un autocollant, la lecture est fondamentale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le désir de revoir quelqu'un. Pas parce que j'avais besoin de quoi que ce soit, mais simplement parce que ça compagnie rendait le monde plus vaste et plus intéressant. La semaine prochaine à la même heure, a-t-elle demandé, les clés à la main. J'y serai, répondis-je. 3 mois plus tard, Elena et moi dînions chez Jepes quand elle a finalement posé la question que j'attendais depuis que nous avions commencé à passer du temps ensemble en dehors du centre communautaire. Thomas, dit-elle en posant sa fourchette et en me regardant de ses yeux sombres et directs. Que faites-vous exactement comme travail? J'avais vendu la maison de Westchester entre-temps et emménagé dans un endroit plus petit en ville, un appartement de 2 chambres avec de grandes fenêtres et des étagères intégrées qu'Elena avait admirées lors de sa première visite. J'avais aussi pris du recul par rapport à la gestion quotidienne de mes entreprises, embauchant des équipes de direction pour s'occuper des détails. Pendant que je me concentrais sur l'orientation stratégique et les projets philanthropiques. Je possède quelques entreprises, dis-je. J'ai été chanceux. À quel point? J'aurais pu esquiver, j'aurais pu lui donner des chiffres impressionnants mais pas écrasantes. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. Très chanceux. Plus que ce dont n'importe qui a réellement besoin. Elle a assimilé cette information tout en coupant une bouchée de ses pâtes. Jepes avait changé depuis que je l'avais racheté, devenant plus axé sur la famille et moins prétentieux sous la nouvelle direction que j'avais installée. Le genre d'endroit où les couples peuvent avoir des conversations honnêtes. Autour d'une nourriture simple. Est-ce que cela compte? Demandai-je quand elle ne répondit pas. Immédiatement. L'argent? Non. Elle leva les yeux vers moi. Mais je veux comprendre pourquoi vous passez vos soirées à apprendre aux gens à lire quand vous pourriez faire n'importe quoi d'autre dans le monde. Parce que c'est la première chose que je fais depuis des années qui me semble avoir de l'importance, dis-je. Parce que voir quelqu'un apprendre à lire une histoire à son petit enfant le soir vaut plus que n'importe quel contrat que j'ai pu signer. Et parce que vous essayez de découvrir qui vous êtes quand vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ajouta-t-elle. Doucement. Oui. Elle tendit la main sur la table et prit la mienne. Ses doigts étaient petits et vigoureux, avec des callosités dues à la manipulation des livres et ce genre
d'ongles courts et pratiques qui viennent du fait de prioriser la fonction sur l'apparence. Mon mari m'a tout laissé à sa mort, dit-elle. La maison, sa pension, une petite assurance vie. Rien d'extravagant, mais assez pour que je puisse arrêter de travailler si je le voulais. Je continue d'enseigner parce que j'aime ça. Parce que ces enfants ont besoin de quelqu'un qui croit qu'ils peuvent tout apprendre. Je pense que nous pourrions nous comprendre l'un l'autre. 6 mois plus tard, j'ai demandé Elena en mariage, pas avec une bague qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, mais avec la bague en or toute simple de ma grand-mère, qui dormait dans un coffre-fort depuis la mort de mon père. J'ai fait ma demande au centre communautaire après notre dernier cours d'alphabétisation du semestre, entouré de livres et de la satisfaction tranquille d'un travail qui a du sens. Es-tu sûr, a-t-elle demandé en tournant la bague dans sa paume. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas vouloir la grande maison, les voitures de luxe ou les événements mondains. J'aime ma Honda Civic, mon petit jardin aimé. Élève qui bute sur les mots de 3 syllabes. Je compte sur le fait que tu ne changes pas, dis-je. J'aime qui je suis. Quand je suis avec toi. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie dans le même centre communautaire où nous nous étions rencontrés. Elena portait une simple robe bleue achetée dans un grand magasin. Je portais le même costume bleu marine que pour les événements de bénévolat, avec la montre de mon père et un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis l'époque où j'étais assez jeune pour croire que l'amour était censé être simple. Mia a envoyé une carte, ce qui m'a surpris. À l'intérieur, elle avait écrit « J'espère qu'elle te voit comme tu as toujours mérité d'être vue. J'apprends à me voir différemment moi aussi. Merci pour cela. J'avais entendu par des connaissances communes qu'elle avait été promue directrice adjointe à la librairie, qu'elle suivait des cours du soir en administration des affaires et qu'elle avait commencé à fréquenter un professeur de lycée qui entraînait l'équipe de basket et conduisait une Toyota de 15 ans. Elle se construisait une vie différente de celle qu'elle avait perdue, une vie plus humble à certains égards, mais apparemment plus honnête. 1 an après notre mariage, j'ai fait don de l'immeuble de Sterling Industries à la ville, avec la condition que le 46e étage soit transformé en centre d'alphabétisation. La salle de conférence où j'avais affronté Mia et David est devenue une bibliothèque. Le bureau où j'étais assis derrière ce bureau en acajou est devenu une salle de classe où des adultes apprenaient à lire. Parfois, je visitais l'immeuble et m'asseyais au fond de ces classes, regardant les élèves affronter les mêmes difficultés qui semblaient autrefois insurmontables. Elena captait mon regard depuis le devant de la salle où elle enseignait, et nous partagions un sourire qui contenait tout ce que j'avais appris sur la différence entre la réussite et l'épanouissement. Je possédais toujours des entreprises, je gagnais toujours plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Mais la richesse était devenue un outil plutôt qu'un but, un moyen de créer les types de programmes en lesquels Elena et moi croyions, plutôt que d'accumuler des biens pour impressionner des gens que je n'appréciais pas particulièrement. Le jour de notre 2e anniversaire, Elena et moi étions assis dans notre petit jardin, lisant à la lumière du soir, quand elle a levé les yeux de son livre et a dit « Est-ce que cela vous manque parfois? L'autre vie ?» J'ai considéré la question sérieusement, repensant à la maison de Westchester. Avec ses équipements de créateur et son vide sous-jacent, à ce mariage qui semblait parfait de l'extérieur tout en nous étouffant lentement tous les deux.
de l'intérieur. La personne que je pensais être me manque parfois, dis-je enfin. Mais la personne que j'étais réellement ne me manque pas du tout. Qui pensez-vous avoir été? Quelqu'un qui croyait que si je travaillais assez dur, si je gagnais assez, si je réussissais assez, je pourrais forcer quelqu'un à m'aimer comme je voulais. Être aimé. J'ai fermé mon livre et les regardé cette femme qui m'avait épousé en sachant exactement qui j'étais plutôt que qui je pourrais devenir. J'ai passé 30 ans à essayer d'être digne d'amour au lieu d'accepter simplement que je l'étais déjà. Elena a pris ma main, sa peau étant chaude sous le soleil couchant. Qu'est-ce qui a changé? J'ai repensé à ce jour dans le hall, au moment où Mia avait versé de la nourriture sur ma chemise et où j'avais senti quelque chose en moi se libérer. Enfin du besoin de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne la verrait jamais. J'ai arrêté d'essayer de gagner ce qui aurait dû être donné librement. Dis-je, et j'ai commencé à chercher quelqu'un qui le donnait librement. Alors que le soleil se couchait sur notre petit jardin, sur la vie que nous avions construite ensemble à partir de l'honnêteté plutôt que des attentes, j'ai ressenti le genre de paix qui vient non pas du fait d'obtenir tout ce que l'on veut, mais de découvrir que ce dont on a réellement besoin est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible qu'on ne l'avait imaginé. À 61 ans, je vivais enfin la vie dont j'avais toujours été digne.